Bonjour Rémi Tel, vous êtes avec nous ? Bonjour Richard. Et vous êtes avec nous pour nous parler, en tant que cofondateur du collectif Peuple Libre, mais aussi en tant que contribuable français, d'une des joies qui est celle d'être citoyen de la République française, le fait d'être taxé du soir au matin, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre et même le 29 février. Oui Richard, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs contribuables de Radio Courtoisie. L'information, en effet, est passée un petit peu inaperçue, mais le montant de la fraude fiscale détectée et notifiée a doublé en 5 ans, passant de 8,2 milliards d'euros avant le Covid à 16,7 milliards d'euros en 2024. Si ces chiffres font peu parler d'eux, sans doute est-ce pour ne pas lancer un débat sur le consentement à l'impôt dans le pays champion du monde ou vice-champion du monde selon les années des prélèvements obligatoires qui dépassent les 1200 milliards d'euros par an. Autrement dit, Richard, en moyenne, pour 100 euros de richesse créée par les Français, l'État en capte 44 via l'impôt sur le revenu, instauré en 1914 pour financer l'effort de guerre et qui devait rester provisoire, via les cotisations sociales, salariales et patronales, qui équivalent à 1350 euros pour un salaire net payé de 1950 euros, avant impôt bien sûr, via enfin les innombrables taxes, près de 60% du prix du gasoil et 80% sur le paquet de cigarettes, pour ne citer que celle-ci. Alors bien sûr, on répondra qu'il faut bien payer les écoles, les routes et les hôpitaux, sauf que dans la France de 2025, Richard, on meurt d'attendre dans les couloirs des urgences, on apprend l'inclusivité à des enfants qui ne savent plus lire ni écrire. Quant aux routes, nos compatriotes ont permis aux concessionnaires d'engranger près de 50 milliards d'euros de surprofit en 20 ans. C'est la Cour des comptes qui le dit. Bref, les Français comprennent peu à peu que si l'État joue contre eux, il n'est plus légitime à leur ponctionner quoi que ce soit. Ce n'est évidemment pas un hasard si les années Covid marquent le point de bascule en termes de fraude fiscale. À se demander d'ailleurs si le salut de notre pays, faute d'opposition parlementaire crédible, ne se trouve pas là. Oui, l'histoire politique française a toujours été aiguillonnée par les révoltes fiscales. Rappelons tout de même qu'aux pires heures de l'Ancien Régime, les sujets de Sa Majesté étaient allégés d'un quart de leurs revenus. C'est donc près du double aujourd'hui. De quoi peut-être nous inviter à méditer cette citation du philosophe américain Henry David Thoreau. Quand je me trouve en face d'un gouvernement qui me dit la bourse ou la vie, pourquoi m'empresserais-je de lui donner ma bourse ? Effectivement, merci beaucoup. Vous avez parfaitement raison de rappeler que sous l'Ancien Régime, où sévissait l'horrible taille et l'horrible gabelle, en fait, on était à un niveau d'imposition, mais si largement inférieur à ce que nous subissons aujourd'hui, que les révoltés du 15e, 16e, 17e, 18e et 19e, les révoltés fiscaux, seraient totalement étonnés de nous voir totalement passifs et livrés pieds et poings liés à la République française, avec en plus, c'est certain, un consentement à l'impôt qui ne va pas sans nous étonner. Alexandre de Galzin, vous avez soutenu tout à l'heure, d'une manière qui m'a proprement scandalisé, que vous étiez d'accord pour payer l'impôt. D'abord, payez-vous l'impôt, Alexandre de Galzin. Avec ce que Radio Courtoisie vous verse, ça m'étonnerait. Eh bien, exactement, c'est ce que j'allais vous répondre. Mon salaire est trop misérable pour que je puisse payer l'impôt sur le revenu. Non, plus sérieusement. Non, ce qui est, en fait, sur la question du consentement à l'impôt, qui est évidemment essentiel aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que, en fait, il y a un double problème qui cache un faux problème. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la question du montant, en fait, quand on explique qu'on est à 44-47% de prélèvement au total, en fait, évidemment que le chiffre paraît astronomique. Mais est-ce que le chiffre est un problème en soi, ou en fait, est-ce que le vrai souci, c'est pas justement la rétribution qu'on peut avoir derrière? Parce que évidemment, comme le disait Rémi Tel à l'instant, c'est que ça sert à payer évidemment les routes, les hôpitaux et tout. Le salaire de Dominique Voynet, entre autres. Mais c'est vrai que justement, en fait, la question, c'est l'utilisation de cet argent et la rétribution que peuvent avoir les citoyens. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout simple, mais vous prenez des pays comme les pays scandinaves. Ils ont un taux de prélèvement obligatoire qui est très similaire à celui de la France, qui tourne autour enfin, qui est au-dessus de 40%, parfois au-dessus de 45%. Je crois que la Finlande, c'est 47%. La Finlande, qui est le pays avec le deuxième BIB, donc bonheur intérieur brut, le plus élevé au monde. Donc, quelque part... Bonjour l'indicateur, le BIB. Mais allez-y, continuez. Non, mais assez sérieusement, c'est un pays où les gens se sentent parfaitement bien, heureux, et où, en fait, finalement, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Et je pense pas que le problème de l'impôt
en soi, de manière numéraire, soit le principal enjeu. L'enjeu, c'est comment l'argent est utilisé. Et d'ailleurs, le discours du Rassemblement national en général est assez axé sur ce point, qui est le problème n'est pas tant la quantité que la qualité des services publics qui est proposée derrière. Et évidemment qu'à côté, ça signifie on doit sans doute avoir un doge à la française pour travailler sur l'efficacité gouvernementale. Mais je pense pas que les Français soient en soi si critiques des impôts qu'ils payent. C'est seulement que en fait les services publics derrière ne sont pas du tout au niveau. C'est ce que vous disiez, Rémi Tel. Qu'est-ce que vous répondez à cet ignoble socialiste? Vous ne serez jamais augmenté, Alexandre. Il y a deux approches de l'impôt. Il y a une approche qui est contributive, et avec le développement des États westphaliens. Forcément, nous sommes tous accordés pour être assujettis à l'impôt. Mais le degré, si vous voulez, finit par changer la nature même du prélèvement, qui n'est plus une contribution aujourd'hui, mais une sorte de confiscation. Je vous prends un exemple, les droits de mutation, par exemple, ou les droits de succession. Ce sont donc des taxes qui sont prélevées par l'État, qui correspondent à des montants souvent élevés lors de la vente d'un bien immobilier ou après un décès, par exemple, sur la base de biens achetés par des revenus qui eux-mêmes ont déjà été taxés. Donc vous avez ce système de double taxation. Et ce qui nous semble aujourd'hui aller de soi, vous l'avez rappelé Richard, n'était pas si évident pour les Français du XIVe ou du XVe siècle. Je regardais ça hier en préparant notre entretien. La taille renouvelable chaque année a été instituée par Charles VII. C'était en 1439. Donc après avoir, avec l'aide de Sainte Jeanne d'Arc, bouté les Anglais hors du royaume de France, pour instaurer une armée régulière. Puisqu'avant, on faisait appel à des mercenaires qui, lors de chaque campagne, étaient recrutés pour guerroyer au profit du royaume. Mais avant 1439, cette idée d'une taille renouvelable chaque année aurait semblé complètement ahurissante au peuple français. Et vous l'avez dit aussi, vous l'avez rappelé, il y avait des impôts sous l'Ancien Régime de deux ordres, ceux donc prélevés par l'État, enfin par le royaume, qui n'ont jamais excédé 10% du revenu des Français, et puis lors de la féodalité, vous aviez un certain nombre de taxes dont on devait s'acquitter auprès du seigneur local en échange de la production. Ou de l'Église. Il y avait la dîme notamment. Enfin, en échange du propriétaire, en fait, tout simplement. Et sauf que quand on fait le calcul total, on arrive sur des montants de prélèvement qui restent, encore une fois, très inférieurs, très inférieurs, de l'ordre de 2 fois inférieurs à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et j'en termine par là, pour effectivement des services publics qui sont dégradés, pour des finances publiques qui elles-mêmes, et ça coïncide d'ailleurs avec la progression des prélèvements obligatoires depuis les années 59-60, qui elles-mêmes se dégradent. Donc, de toute évidence, ce système-là, non seulement est confiscatoire, mais en plus est improductif pour le bien commun. Rémi Tel, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui justement voient un fort désavantage fiscal en France s'expatrier dans des destinations comme Dubaï, là où apparemment l'avantage fiscal est assez colossal? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut émettre un jugement moral en se disant c'est une forme de trahison, mais moi c'est pas le jugement que j'émets, parce que souvent c'est des gens qui ont créé de la richesse, qui alertent depuis bien longtemps sur les dérives justement socialisantes de l'État français, et qui n'ont plus envie de jeter leur argent dans cette espèce de panier percé qui est devenu la France de 2025. Donc je peux le comprendre. Bon, après, il y a d'autres destinations que Dubaï, quand même. Après, Rémi Tel, il y a quand même vous parlez de ceux qui dénoncent les dérives, qui peuvent servir, dont l'impôt peut servir, pardon. Mais il y a plutôt beaucoup d'influenceurs qui, je ne pense pas, aient toute cette réflexion derrière, qui vont eux s'expatrier à Dubaï ou dans d'autres destinations pour éviter d'avoir à payer tous ces impôts. Oui, alors pour ces influenceurs, étaient-ils déjà français dans l'âme? C'est une autre question, c'est un autre débat. Mais encore une fois, sur le fond,
on ne peut pas en vouloir, à titre personnel, mais on expérimente tout ça. Je parle évidemment avec des entrepreneurs, des gens comme ça, qui se posent la question de partir, qui en Suisse, qui en Andorre, tout simplement pour qu'on cesse de confisquer le fruit de leur travail et qu'ils puissent transmettre ce fruit aussi à leurs enfants. On a évoqué très brièvement le sujet des droits de succession. Vous savez que ça avait fait l'objet de beaucoup de réflexions, notamment avec Saint-Simon. Les droits de succession, qui nous paraissent aussi complètement naturels en France, n'existent pas dans beaucoup de pays parce qu'on considère à nouveau que le fruit de son travail ne doit pas être taxé lorsque on décède après avoir lui. En fait, on est d'accord. On a eu une existence de citoyens où on est assujetti directement et indirectement à l'impôt. Ce qui reste, entre guillemets, on a déjà, c'est une part qui est vierge de tout devoir vis-à-vis de l'État et surtout de tout service que l'État pourrait nous rendre post-mortem. Donc on peut accepter, et encore, de son vivant d'être taillé, corvéé, spolié, volé et quasiment assassiné par l'État qui est gourmand en argent, mais on voit pas pourquoi les quelques sous qui restent, quand bien même il s'agirait de centaines de millions, devraient être eux aussi soumis à ça, avec en plus des trucs complètement aberrants. Si je lègue 10 € à mon neveu, il devra en reverser 6 à l'État, juste parce que c'est mon neveu et pas mon fils ou ma fille ou ma nièce. Et donc on est quand même vraiment dans le moment où on a l'impression que l'État français d'abord prétend rendre un service et ensuite devient une machine administrative si lourde à gérer, générant tellement de coûts qu'elle devient une espèce de concours l'épine permanent de comment faire en sorte de piquer encore plus d'argent aux Français. Vous vous souvenez de toutes ces propositions de loi aberrantes où on nous expliquait mais finalement le propriétaire d'une maison ou d'un immeuble devrait pouvoir posséder sa maison mais pas le terrain. Le terrain a toute l'étendue de la superficie de la France appartient en fait à l'État et il faudrait que tous les propriétaires terriens versent un impôt à l'État pour avoir la jouissance de ce qui leur appartient. Et ça, c'est en fait, on a quitté le champ en fait du raisonnable. C'est juste un État qui veut en permanence faire en sorte que la propriété privée n'existe plus. Et l'impôt est un de ces moyens de spoliation. En fait, l'impôt, comme d'habitude, prétend rendre un service, mais surtout consiste à rendre le citoyen totalement prisonnier de l'État. Il y a une forme de paradoxe quand le mur de... Pardon. Non, je disais nom d'un chien, ça n'avait aucun intérêt. Quand le mur de Berlin est tombé, tout le monde a pensé que le soviétisme était mort et que la démocratie libérale l'avait emporté. Et c'est peut-être le contraire qui s'est produit, justement parce que la guerre froide, avec ce contre-modèle qui était le communisme, le soviétisme, a obligé, a forcé les démocraties libérales à tenir leurs promesses. À tenir leurs promesses d'émancipation, à tenir leurs promesses de liberté, à tenir leurs promesses d'enrichissement aussi des individus. Et quand le contre-modèle est tombé, bien finalement, on a repris beaucoup des codes et beaucoup des réflexes. Et l'actualité le démontre chaque jour. Alors certains diront, oui, en France, 54% des Français ne sont pas soumis, par exemple, à l'impôt sur le revenu. C'est vrai, sachant que l'impôt sur le revenu compte finalement pour assez peu dans les prélèvements obligatoires, mais ces personnes, quand elles vont faire des courses, payent la TVA. Quand elles mettent du gasoil ou du sans-plomb dans leur voiture, elles payent des taxes pour le faire. Lorsqu'elles réservent un billet d'avion, une partie qui est non négligeable, c'est de l'ordre de 20-30% du billet d'avion, est constituée de taxes d'État. Et donc ces gens contribuent aussi, en réalité, à alimenter, à abonder les caisses de l'État français, sachant que se pose une question, on l'abordera peut-être, c'est qu'il y a une douleur particulière sur certains contribuables, puisque vous savez, par exemple, là je vous cite les chiffres de mémoire, il faudrait les vérifier, mais l'ordre de grandeur est bon, que quelque chose comme 2% des ménages contribuent à hauteur de 70% au produit de l'impôt sur le revenu, qui sont par ailleurs des ménages ne recevant pas un certain nombre de transferts sociaux. Et vous savez que les transferts sociaux qui coûtent à peu près 900 milliards d'euros par an aux administrations publiques
c'est la grande masse en réalité de la dépense publique en France. Quand on dit transferts sociaux, on est d'accord, c'est l'ensemble de, par exemple, des retraites, c'est l'ensemble des prestations sociales, voilà. C'est l'ensemble des retraites, l'ensemble des prestations sociales. Et pareil, certains diront, mais c'est vrai qu'on paye des impôts, mais regardez, vous louez un logement, eh bien, vous pouvez toucher des APL et donc le logement ne vous revient pas si cher que ça. Mais à nouveau, lorsque l'État a choisi d'intervenir dans le marché, il en a perturbé complètement l'équilibre. C'est-à-dire que les APL, par exemple, sont une subvention aux propriétaires, c'est une subvention au loyer élevé, puisque tout propriétaire, en réalité, fait le calcul de ce que peut verser l'allocataire, de ce que le locataire percevra en termes d'aide pour le logement, et le montant du loyer, en fait, c'est l'addition de ces deux composantes. Donc, on croit rendre des services, mais en perturbant le fonctionnement du marché, en réalité, on ne fait que subventionner un certain nombre d'acteurs économiques. Et donc, l'idée selon laquelle il y a une contrepartie, y compris du point de vue des transferts sociaux, en dehors du cas des services publics, est elle-même, à mon avis, fallacieuse. Mais alors, je découvre avec stupéfaction que tout le monde ici, dans cette joyeuse conversation, semble partisan de la démocratie libérale et du libre-échangisme, et du laisser-faire du libre-échange, en tout cas, mais oui, pardon, oui, et du laisser-faire économique. Mais cela étant, la raison pour laquelle il y a ce ras-le-bol fiscal aujourd'hui, c'est pas parce que en fait les gens voient que il y a tel impôt, c'est la raison pour laquelle ça existe, c'est parce qu'en fait, ils voient surtout la dégradation fascinante des services publics, et qu'il vaut également que, évidemment, qu'il y a de l'argent qui est extrêmement mal dirigé. Je pense notamment, c'est bête, hein, mais au sujet de voilà, évidemment qu'il y a de l'assistanat qui existe, évidemment que voilà, il y a des milliards qui sont dépensés. Il y a eu le sujet de l'aide publique au développement qui avait été largement traité, mais on peut également penser aussi à par exemple, voilà, toute la politique de logement social, ou alors toute la politique d'immigration qui coûte évidemment des milliards, des dizaines de milliards à l'État. En fait, c'est parce que il y a des gaspillages pareils que quelque part les Français se révoltent, parce qu'en fait, finalement, évidemment, comme vous le rappeliez, Rémi, en début d'émission, oui, c'est certain que quand on voit des gens mourir aux urgences, quand on voit que en fait l'éducation nationale subventionne des associations tous plus ubuesques les unes que les autres, évidemment qu'à ce moment-là il y a de la révolte, mais la révolte se fait pas en soi par rapport à cette idée de justement qu'on prenne le fruit du travail. Et d'ailleurs, sur le fait de se prendre que le fruit du travail soit pris par l'État, je rappelle que c'est une question qui est quand même liée au fait que il y a une forme de redistribution, il y a une sorte de charité étatique d'une certaine façon, qui fait que oui, en fait, les plus riches forcément n'ont pas intérêt. Les 10%, les 20% les plus riches peut-être n'ont évidemment pas intérêt à ce système de redistribution, mais si, en tout cas, pareil, il faudra vérifier les chiffres, mais l'ordre de grandeur encore une fois est bon, mais plus de la majorité, je crois que même 60% des Français sont bénéficiaires du système social actuel, et ça, faut pas l'oublier, mine de rien. Et si, Alexandre de Galzin, le matraquage fiscal et la gabegie étatique procédaient de la même vision des choses, à savoir celle d'un État qui n'est plus à sa place, qui prend toute part dans la vie des Français, et qui, d'une certaine façon, tantôt joue la nounou, tantôt le père Fouettard, mais sans jamais remplir véritablement son rôle. Tout le monde connaît les théories du pacte social de Rousseau et Hobbes. La légitimité de l'État repose sur la protection des citoyens. Alors on peut l'entendre au sens strict, à savoir d'une protection simplement physique, et là aussi on se rend compte que le contrat n'est pas rempli, mais effectivement de façon plus large, d'une protection face aux difficultés de la vie, face aux drames, face aux inégalités aussi aux inégalités des chances, mais tout ça n'implique en rien de rentrer dans une philosophie confiscatoire. Et rappelez-vous, c'est quand même cette histoire du grand emprunt Next Generation EU, ça devait être 750 milliards d'euros au moment du Covid. Il faut se méfier aussi de la façon dont l'endettement et donc l'impôt qui le succède servent à asservir les peuples, à les réduire au silence. D'abord,
et à les mettre devant l'impuissance de l'action politique ensuite. Et il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est la manière dont on prétend que l'État rend un service, alors que l'État pourrait très bien s'organiser pour que les citoyens rendent un service. Quand on voit la manière dont l'État encourage, par exemple, les dons défiscalisés à telle ou telle association, quand on voit la manière dont dans d'autres pays, les fondations privées, puisqu'elles rendent un service évident à la communauté, sont favorisées, là, l'État prétend en permanence se substituer à l'action citoyenne alors, il y a un sujet qu'on abordera peut-être d'ici la fin de l'émission, c'est la profonde inégalité. Non seulement on n'est pas tous à payer l'impôt sur le revenu, mais on n'a pas tous les mêmes revenus, mais en plus, Bercy négocie avec les grandes entreprises multinationales quand elles ont des amendes, alors que Bercy n'a jamais négocié avec moi quand j'ai été en retard d'un fifrelin, d'un dirham ou d'un maravedi, d'un copec, d'un bluetok quelconque dans les impôts que je lui devais. Mais revenons sur l'idée que l'État pourrait très très bien se contenter d'organiser la charité privée. On peut expliquer aux gens que, par exemple, pour le salut de leur âme, ils ont intérêt à fonder un hospice. On peut expliquer aux gens que pour le bien-être de l'ensemble de la cité, ils ont intérêt à acheter des œuvres d'art. Je me souviens de l'époque, car j'y étais, où au XVe siècle, on promenait en procession dans les rues de la ville les tableaux qui avaient été achetés par les riches marchands. Et qui ne les conservaient pas jalousement dans des coffres-forts, dans des ports-francs imaginés par la modernité et la post-modernité, qui permet de faire en sorte que personne n'en jouisse, ni ceux qui les ont achetés, ni ceux qui pourraient les contempler, ni même surtout l'État qui ne perçoit aucune dîme, puisque l'État passe sa vie en fait à organiser l'évasion fiscale des super riches. Là, au contraire, on avait en permanence une exhibition et une ostension publique de l'ensemble des richesses privées qui avaient une fonction sociale. Et donc, le pauvre pouvait en profiter. Alors que là, je peux toujours me faire l'enlaire si j'ai envie d'aller mater les collections privées de la famille Pinault. Ça paraît un peu utopique quand même. Enfin... Disons que ça va avec un projet de société de courtoisie de proposer des solutions qui ne sont pas immédiatement efficaces. Un projet de société global, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que évidemment pour que y ait cette forme de charité, on va dire, qui s'installe, et en fait dans l'idéal, elle serait même organique, et l'État n'aurait même pas besoin de l'encourager dans l'idéal quelque part. Mais le fait est que pour ça, il faut qu'il y ait une société qui soit, on va dire, homogène, qui soit tournée dans la même direction, que en fait on se sente tous membres d'un même peuple, et la raison pour laquelle c'est pas ce que la République française est censée avoir bâti depuis 250 ans. Le problème, c'est que la République française, comme vous le savez sans doute, cher Richard, tient rarement ses promesses, et celle-ci, en tout cas, elle est bien passée à côté. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, finalement, évidemment artificiel, dont personne ne veut. C'est-à-dire que évidemment que dans l'absolu, tout le monde aimerait, et puis soyons utopistes, que les riches donnent spontanément aux pauvres, et que personne ne soit avare, et que quelque part tout le monde soit charitable, et que l'État n'ait même pas besoin d'agir là-dedans. Évidemment, ce serait merveilleux. Rémi Tel, est-ce que c'est possible d'imaginer un État qui organise la charité privée ? On l'observe dans un certain nombre de pays. Les États-Unis qui, évidemment, un modèle à certains égards et un contre-modèle à bien d'autres. Mais chacun prend part à la vie de la communauté et au soutien des plus fragiles dans la communauté. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'État ne passera pas derrière. Et souvenez-vous de l'avertissement d'Edgar Morin, qui n'est pas réputé pour être un affreux droitard, n'est-ce pas ? Qui expliquait comment l'État-providence, finalement, avait tué la charité, puisque comme chacun suppose que son voisin reçoit un chèque à la fin du mois, et dans beaucoup de cas c'est vrai, eh bien, il se sent dispensé de lui venir en aide et même de se soucier de son prochain. Donc, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, au moment où l'État a souhaité prendre la place du cœur des hommes, d'une certaine façon, eh bien, il l'a asséché. Il l'a asséché, et c'est aussi une des raisons de la fracturation de la société française. Rémi Tel, est-ce que vous comprenez tous ces Français qui travaillent énormément à la sueur de leur front, qui gagnent pour certains une misérable somme en fin de mois, qui disent
que tout bonnement, ils n'ont pas envie de cotiser pour des gens qui sombrent dans la paresse ou qui se reposent sur leur laurier, parce que bon, l'État est quand même fort généreux avec des gens qui ne font pas grand-chose. Quand on voit la situation des agriculteurs, honnêtement, on trouve ça quand même assez édifiant. Est-ce que vous comprenez ces personnes qui ne veulent tout simplement plus donner d'impôts parce que l'État leur prend trop d'argent finalement? Le peuvent-elles encore? On évoquait l'opportunité de l'évasion fiscale ou de la relocalisation fiscale. Ce consentement de plus en plus, cet affaiblissement du consentement à l'impôt a été bien pressenti et contourné d'une certaine façon par l'État depuis quelques années, notamment avec la question du prélèvement à la source. Puisqu'aujourd'hui, vous n'avez plus de possibilités, d'une certaine façon, les possibilités de fraude fiscale ont été quand même amoindries. D'ailleurs, ce qui rend les chiffres de l'augmentation de la fraude fiscale encore plus spectaculaires, puisqu'il est plus difficile de frauder. Aujourd'hui, les indépendants peuvent frauder, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut frauder, mais on ne peut pas mentir sur le montant de son salaire, par exemple, depuis le prélèvement à la source. Donc oui, moi je comprends à part tout si à on fait fait. du black. Oui. Hop, alors, mais là, nous sommes C'est comme ça que absolument vous êtes pas en train rémunéré, d'encourager. Maëlys, c'est ça, Non, mais évidemment, je ne l'encourage pas, mais hélas, il y Non, en a mais beaucoup de personnes qui le font quand même. Dont Radio Courte. Ah, non, mais... Nous décrivons, C'est nous- faux, évidemment. Nous décrivons, nous ne prescrivons rien, n'est-ce pas? Mais oui, la pression fiscale pour un certain nombre de Français devient insoutenable, y compris pour les Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et c'est vrai qu'il y a un abcès de fixation parce que vous trouvez des gens minoritaires, mais qui parviennent aujourd'hui à vivre sans travailler et sans contribuer de quelque façon que ce soit à la vie nationale. Il n'en demeure pas moins, au bout du compte, si on fait bien tous les calculs, les Français sont perdants dans cet État mammouth, prédateur et nounou qui leur a été présenté comme l'État-providence. Adèle Rosner, vous avez une question, je crois. Moi, je voulais revenir sur quelque chose que vous disiez juste avant. Peut-être, Alexandre, si c'était plus en lien avec ce que disait Rémi à l'instant, mais... Non, mais je bois vos paroles, Adèle, je vous écoute. Alors, je me lance. Non, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez, Rémi, tout à l'heure, sur les sociétés, donc, comme on en parlait, où la charité est plus mise en avant. Et je disais que ça me paraissait un peu utopique, mais c'est-à-dire que aujourd'hui, en France, on a quand même perdu ce mode de vie où on s'occupe de... Les familles s'occupent des personnes âgées, ne les placent pas en maison de retraite. On est dans une société où les gens sont quand même assez individualistes, assez divisés. J'avoue que j'ai quand même du mal à m'imaginer qu'en France, un tel système puisse être possible, un système où peut-être on reviendrait à des échanges plus simples entre les gens, comme on a pu connaître avec du troc, ou enfin voilà, des échanges plus directs. La réciprocité des services, comme disait un grand Exactement. penseur. Tout ça suppose une communauté de culture, et cette communauté de culture a été fragilisée, pour ne pas dire détruite, par ce même État prédateur. Donc, effectivement, le retour en arrière ne va pas de soi. Mais bon, parfois aiguillonné par le besoin, il y a des choses qui se remettent spontanément en place. Et puis, un État qui retrouve son rôle et qui retrouve sa juste place dans la société, c'est aussi un État qui libère du revenu pour les travailleurs, du revenu qui peut être fléché justement vers l'aide, l'entraide au niveau local, au niveau de leur communauté de vie. De toute façon, cette situation de prélèvement hyper élevé, d'endettement hyper élevé et de services publics hyper dégradés ne tiendra pas dans la durée. Et donc, il semble quand même assez peu probable que les illusions se maintiennent pendant encore une décennie. Il y a bien un moment où les chèques ne seront plus distribués. Et là, il faudra retrouver des solidarités organiques. Et alors justement à ce niveau-là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'il y a un point pour le coup où je pense vous rejoindre pour une fois particulièrement, qui est que aujourd'hui, en lieu et place de charité, il y a évidemment la question des retraites.
qui est extrêmement présente dans le débat public, en tout cas de plus en plus, sur le montant des retraites de la génération des boomers qui ont aujourd'hui un niveau de vie supérieur à celui des actifs. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on en vient à demander de la charité aux retraités, aux personnes âgées qui effectivement perçoivent un montant de retraite largement supérieur. Vous avez parfaitement raison, Alexandre. Oui. Je voudrais juste dire à l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie qui nous entendent que nous ne sommes pas en train de faire du jeunisme ni du vieillisme et que nous ne sommes pas en train d'accuser tous ceux qui nous écoutent d'être des boomers profiteurs qui n'ont jamais rien compris au principe de la solidarité. Nous sommes en train de parler de l'immense masse des Français et qui, pour le moment encore, ne pensent pas tous comme les auditeurs de Radio Courtoisie et ne se sont pas tous comportés comme eux. Voilà, je parle de l'électorat macroniste, voilà, pour pas que effectivement il y ait de confusion, mais il y a effectivement cette question avec le fait qu'aujourd'hui les retraités ont un niveau de vie qui est bien supérieur à celui des actifs, déjà sur le revenu et ensuite sur les charges qu'ils ont au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui les Français, les actifs en viennent à demander la charité aux retraités. Et c'est pas l'inverse qui se produit quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus les personnes âgées qui viennent demander effectivement, ou en tout cas trouver un accord avec leur famille ou que sais-je, pour vivre avec eux, pour en fait trouver eux-mêmes leur place dans la société. Non, c'est les actifs qui demandent aux retraités comment nous pouvons trouver la place dans la société pour être à votre service. C'est ça qui est assez fascinant. Et il vous reste 1 minute et 18 secondes pour répondre à cette question cruciale, Rémi Tel. Voilà. Je ne m'engagerai pas, je ne m'engagerai plus sur ce sujet de la génération boomer, parce qu'il est effectivement hautement inflammable. Et nous sommes ici à avoir partagé des combats parfois minoritaires, mais j'ai rarement reçu de tels torrents de violence, parfois même de haine, que lorsque j'abordais ce sujet. Mais je rappellerai quand même 2 chiffres. Aujourd'hui, 25% du produit de la fiscalité va au financement des retraites. Et les 2 tiers de la hausse de la dépense publique depuis les années 2000 s'expliquent par l'arrivée à la retraite de la génération des boomers. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Mais c'est un problème d'ailleurs, essentiellement démographique. Les boomers, pour une large part, n'y sont pour rien. C'est un problème démographique. On a fait beaucoup d'enfants après la guerre et on en a fait très peu après. Et dans le système de retraite par répartition où les actifs cotisent pour les inactifs, ça pose effectivement un problème de déséquilibre. Reste à savoir qui a fait très peu d'enfants, effectivement, mais bon, on va pas... Eh bien, il y a plus de chances que ce soit les macronistes que les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, on leur fait confiance et on les apprécie. Voilà, mais merci papa, merci maman, et voilà, de nous avoir donné à tous ceux qui sont autour de la table naissance. Mais merci beaucoup Rémi Tel de nous avoir accompagnés dans ce sujet qui ne s'est pas enflammé, merci, et j'espère qu'on pourra revenir sur ce sujet passionnant du consentement à l'impôt.